Salut le président. Ça va? Allez André, messieurs, dames, c'est avec plaisir que André et moi, on découvre, voilà, le nom de la maison. Magnifique. Non, elle porte bien son nom. Hein, voilà. C'est un bel ensemble. C'est bien. Et maintenant, je vais vous inviter à aller à l'intérieur, devant la plaque appelée le Fonds ancien Michel Lagrange, pour faire la même chose là-bas. Allons-y. Les paniers dont ça là, oh, peut-être le tissu carrément. Hein. On y va? Allez, allez. Bravo. Très bien. Eh bien, maintenant, messieurs, dames, je vous invite à entrer dans la salle ici, où on va vous parler un petit peu, et puis ensuite partager le verre de la musique. Je vais réclamer votre attention un instant, s'il vous plaît. D'abord, avant de vous dire quelques mots, je vous inviterai après, quand nous partagerons le verre de l'amitié, à voir cette magnifique toile qui a été faite par l'artiste et qui est en train de la découvrir, qui est un portrait aussi vu par elle, de Victorine de Chastenay. Et puis vous avez aussi toute l'exposition qui a été faite par les amis du Châtillonnais, donc sur justement Victorine de Chastenay. Alors, le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour procéder à un baptême tout à fait républicain, à la fois de ce magnifique établissement qui a été inauguré maintenant il y a un certain temps et qui, depuis son ouverture, connaît un succès qui va grandissant. Alors, succès qui est dû à ce qu'il est, parce que c'est une très belle réalisation, à ce qu'il propose, c'est aussi quelque chose de tout à fait formidable, mais également grâce à l'équipe qui l'anime, avec à sa tête Sarah qui est là-bas, et puis toute son équipe, et qui le fait vivre au jour le jour, avec une fréquentation de plus en plus importante. Alors dans ce lieu dédié à la culture se trouve réuni un nombre considérable de connaissances et qui sont accessibles, alors depuis des manuscrits qui datent de plusieurs siècles jusqu'aux technologies les plus récentes. Ça aussi c'est quelque chose d'assez formidable. C'est un endroit, c'est un lieu de civilisation que j'estime, moi, absolument indispensable, dans une époque où, précisément, notre civilisation vacille, en perte qu'elle est à la fois de repères et de valeurs. Souvenons-nous que toutes les forces obscures détestent les livres. Il n'est que de voir en Afghanistan aujourd'hui ce qui se passe, ou de se souvenir de 1938 en Allemagne nazie et les autodafés que faisaient les nazis. Les forces obscures détestent les livres. Donc, c'est un lieu ici qui a quelque part un caractère, pour moi en tout cas, sacré. Cet endroit-là, cet endroit-ci, doit être un lieu, un phare de la culture, de la connaissance, et je suis très heureux que le conseil municipal ait choisi pour nom de baptême Victorine de Chastenay pour la médiathèque et Michel Lagrange pour le fonds ancien qui comporte des documents absolument inestimables. Ces deux personnes, Victorine n'est évidemment plus parmi nous, mais Jean-Henri va la faire revivre dans quelques instants pour nous, et puis Michel Lagrange qui est... Ah, enfin, qui est en face de moi, c'est pour ça qu'il est trop visible, je ne le vois pas. En quelque sorte, ces deux personnes sont les lumières, font partie des lumières qui éclairent ce phare. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Henri pour nous parler d'une amie à lui, qu'il a connue, je crois, enfin presque, voilà, Victorine de Chastenay, et ensuite François nous parlera aussi de Michel Lagrange. Vas-y Jean-Henri.
Oui, Victorine est assez intime parce que j'habitais Sarrois en face de son château. Voilà, je suis toujours intéressé un petit peu à elle. Mais bon, là, c'est pas l'histoire. Elle est née en 1771 à Paris. Son père, Érard de Châtenay-Lanty, était militaire et diplomate, et il est devenu par la suite député de la noblesse du bailliage de Châtillon-sur-Seine. Sa mère, Catherine d'Herbouville, était une noble normande, et ils ont eu 2 enfants, donc Victorine d'une part, et son frère Henri, qui lui aussi a fait une carrière militaire et diplomatique par la suite. Donc Victorine a eu une enfance heureuse et studieuse à Paris, puisqu'ils étaient quand même dans la grande noblesse et tout. Donc son professeur, c'était Madame de Genlis, qui était une dame très, très célèbre à l'époque, et elle a été, à l'école, si vous voulez, avec Philippe d'Orléans, le futur Louis-Philippe. Elle était très, très instruite pour une jeune fille de son âge, elle a parlé plusieurs langues, et c'était une excellente musicienne. Malheureusement, cette adolescence a été gâchée par la Révolution française, et les nobles, qui étaient mal vus à Paris, bien entendu, les Chastenay ont été obligés de s'enfuir d'abord à Rouen dans la famille de sa mère, et après ils sont revenus à Châtillon-sur-Seine, où ils étaient appréciés par certains, moins par d'autres, puisque en 1794, ils ont été arrêtés. Le père a été conduit à la conciergerie et il a sauvé sa tête de la guillotine grâce à l'avocat François Réal. Victorine, elle, avec son frère, a été enfermée pendant 19 jours à l'auditoire royal que vous connaissez, puisque c'est l'ancienne bibliothèque avant cette médiathèque. Voilà, donc ils sont restés 19 jours, après la Révolution a passé petit à petit, et après la première chose dont on reparle de Victorine, c'est une rencontre avec Marmont et Bonaparte et Junot au Châtelot. Après, Victorine et ses parents sont remontés à Paris, c'est l'époque du directoire. Et là, elle a fréquenté tous les salons importants de l'époque, et notamment, elle était très amie avec Barras, un des directeurs, qui invitait dans son château de Grosbois les personnalités de l'époque. Donc elle a fréquenté à l'époque les Merveilleuses, Madame Tallien, Joséphine, voilà. Elle a fréquenté aussi la famille de Bonaparte, et puis elle a fréquenté des écrivains comme Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. Et puis les militaires comme Bernadotte. Toute sa vie d'ailleurs, elle est restée très intime avec Joséphine. Par contre, elle n'aimait pas du tout Napoléon. Bon, on arrive à l'époque de l'Empire, où effectivement, là, elle n'a revu qu'une fois Napoléon. Par contre, elle fréquentait beaucoup Joséphine dans sa maison de Malmaison. Et c'est à cette époque, en 1802, qu'elle a écrit elle avait d'abord été un petit peu célèbre en littérature en traduisant des livres anglais. Et après, en 1802, elle a écrit ce fameux bouquin, le calendrier de Flore. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que le calendrier de Flore? C'est un superbe livre de botanique, mais qui était adressé au départ à son ami, l'amour de sa vie, mais il était marié, il avait des enfants, donc c'était juste un amour un peu platonique, avec justement l'homme qui avait sauvé son père, Réal. Il s'intéressait à la botanique, et quand elle était ici à Châtillon ou à Sarrois, elle lui écrivait des lettres d'amour, et mettait en plus donc des mots de botanique. Pour publier son livre, elle a retiré tout ce qui concernait l'amour de François Réal, et elle a dédié ses lettres, il y en a 400, elle les a dédiées à une amie, Fanny, qui n'a jamais existé. Donc vous pouvez voir le livre de botanique qui est vraiment très très intéressant. Après, pendant l'Empire, elle a surtout fréquenté évidemment la haute société de l'époque. Elle était très amie avec Réal, préfet de police, très amie avec Fouché, ministre aussi de l'Intérieur de l'époque. Elle a fréquenté les salons de Savary, de Talleyrand. Elle a fréquenté aussi des savants, comme Cuvier, comme Arago, comme Valentin Huy, des médecins comme Corvisart. Vous voyez, elle avait donc toute
toute une vie, si vous voulez, dans la haute société, de la haute noblesse de la région parisienne. Bon, elle revenait de temps en temps dans son château des Sarrois. Quand, à la fin de l'Empire, elle a été absolument ravie, bien entendu, de la fin de Napoléon et de l'arrivée des Bourbons. Et là, elle a donc écrit, elle a commencé à écrire ses mémoires en 1816, de 16 à 18. Elle a écrit ses mémoires qui sont, je vous conseille de les lire, parce que c'est vraiment une étude passionnante de la vie, de la noblesse, de la haute bourgeoisie, de la Révolution à l'Empire, à la Restauration. Ça s'arrête justement à l'arrivée de Louis XVIII au pouvoir. Par la suite, elle a continué à écrire ses mémoires, mais bon, elle est devenue de plus en plus aveugle, et donc maintenant on ne peut pas, ça n'existe pas si vous voulez. Enfin, on en reparlera un tout petit peu après. Donc, si vous voulez, déçue par la Restauration, elle a passé son temps entre Paris et Sarrois-Châtillon-sur-Seine, et elle est venue définitivement habiter ici en 1830. Elle a passé son temps à écrire encore des livres, comme par exemple Les Chevaliers Normands ou De l'Asie, qui sont des études philosophiques. Elle a continué, je vous dis, à écrire ses mémoires, mais ils n'ont jamais été publiés. Et en plus, plus l'âge venait, plus elle a fini aveugle. Donc ces lettres sont totalement illisibles. Hein, il y en a des milliers qui sont aux archives de Dijon. Alors il y en a qui sont lisibles, il y en a qui ne le sont pas, bien sûr. Hein. Mais enfin, c'est une étude, et actuellement d'ailleurs, il y a des chercheurs qui sont en train d'étudier tout ça pour avoir des choses beaucoup plus complètes sur la vie dans les différents domaines dont elle s'est intéressée. Voilà, donc autrement, si vous voulez, bon ben voilà, c'est quelque chose, une personne très passionnante, parce qu'elle est quand même née sous Louis XV et morte sous Napoléon III. Oui, j'ai oublié, elle a fréquenté aussi beaucoup Chateaubriand. Donc vous voyez, que des gens vraiment de haut niveau qui étaient avec elle. Et elle est morte en 1855 et elle est enterrée dans l'église des Sarrois. Voilà. Mais vous pouvez François. Rassurez-vous, mesdames, messieurs, je ne serai pas aussi long, parce que d'abord, je ne voudrais pas rien dévoiler de notre poète contemporain, de sa vie intime comme sa vie publique. Mais j'ai quand même quelques mots à lui adresser. Il a l'habitude, et la dernière fois que je lui ai adressé quelques mots, c'était à la salle des conférences, car il venait de décider, et nous venions d'adopter un don remarquable, celui de ses manuscrits, plus d'autres livres. Et donc, ça a été aussi quelque chose qui a marqué sa carrière et la vie châtillonnaise. Alors, je débuterai ainsi. À Châtillon, j'habite un pays de mémoire, inscrit au corps, et ma respiration se nourrit d'un climat qui ne joue pas les vaniteux ni les bavards, qui a ses jours de cordialité rude et d'humeur essentielle. Voilà. Ce sont vos mots, Michel Lagrange. Et ils correspondent parfaitement à ce moment d'émotion que nous allons vivre ensemble. Mes chers collègues, vous avez décidé de faire entrer dans la mémoire de notre cité un poète, un homme de lettres, mais aussi un véritable châtillonnais de cœur, dont le destin s'écrit jour après jour, à nos côtés, dans le partage de notre vie quotidienne. Et je vous cite encore, Michel. Châtillon est privilégié, il contient ce qui passe et ce qui demeure. On est au carrefour du temps, sur les chemins qui font un rendez-vous incessant de l'histoire. Michel Lagrange, nous venons de faire étape avec vous, sur le chemin de votre vie, loin du Cachemire ou de l'Iran. Mais la pierre du pays châtillonnais, gravée à votre nom, marquera ici même, à tout jamais, votre empreinte parmi les dalles séculaires de notre patrimoine. Et ces murs sont aussi notre patrimoine, faits de cuir et de vélin.
et ils vont voir se côtoyer, grâce à vous, les incunables et les carnets à rayures, le latin de la Renaissance et le français de notre siècle, l'empreinte des premiers caractères de l'imprimerie et la calligraphie à la plume de votre stylo, de marque Montblanc, je crois. Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère. Et cette citation, non pas de Michel Lagrange, non, mais de Maurice Barrès, un auteur qu'il apprécie, je suis sûr, particulièrement, elle peut très bien convenir à notre médiathèque qui vous accueille en son sein et gardera précieusement le fruit d'une vie laborieuse et profonde. Cette vie faite de quêtes dans le monde qui nous entoure, notre monde, mais aussi, très important je crois pour vous, cher Michel, dans le monde de l'au-delà. Dans Le hasard des rues, poème que vous avez dédié à Châtillon, vous avez exprimé un souhait profond, traduit ainsi par votre plume, toujours de marque Montblanc. Être adopté par les pulsions d'un cœur de ville, admirer le hors-temps, s'abstraire et recueillir le maintenant durable. Bien, cher Michel Lagrange, ce vœu est désormais exaucé. Nous tous réunis à vos côtés sommes heureux qu'il en soit ainsi. Reconnaissance et honneur à vous et à toi, Michel Lagrange. Bien, alors, il n'a pas été possible de demander quelques mots à Victorine, hein, pour cause. Elle nous regarde là-bas, mais elle ne parle pas encore. Donc, M. Lagrange va sans doute nous dire, lui aussi, quelques mots. Vous avez la parole, M. Lagrange. Merci beaucoup. Bon, je sais à quoi ressemblera le discours quand je serai mort. Il y a un côté rubrique nécrologique dans cet éloge qui est extrêmement émouvant. Enfin, je fais de la résistance, je suis en vie avec vous, grâce à vous et pour vous. Que vous ayez décidé, monsieur le maire, de donner mon nom au remarquable et volumineux fonds ancien de quelques 23 000 volumes de notre médiathèque provoque en moi une grande émotion et un curieux questionnement. C'est de votre part la marque d'un hommage authentique et d'une vraie reconnaissance pour ma vie que j'ai passée à Châtillon avec bonheur et certitude, en famille, malgré les appels des sirènes dijonnaises me proposant des postes plus prestigieux, ces mêmes Dijonnais me demandant ce que j'avais à voir et à faire avec une ville comme Châtillon. Eh bien justement, j'ai eu à voir, à bien voir, à faire et à bien faire avec Châtillon, que j'ai adopté comme elle m'a adopté. J'y ai, en famille, vécu, donné le meilleur de moi-même dans mon bonheur d'être humain, de mari, de père, dans ma vocation de professeur, mes quêtes d'écrivain, mes convictions d'amoureux d'un superbe et authentique cadre naturel. J'ai eu par ailleurs, François Gaillard l'a rappelé, l'occasion de célébrer les mystères de Châtillon, ville à visage humain, porteuse d'innombrables richesses historiques et spirituelles. La Dame de Vix et Saint-Bernard, entre autres, lui confèrent un relief émouvant, une âme en altitude et profondeur. Une remarque maintenant s'impose et me vient à l'esprit. Quel rapport existe-t-il entre un écrivain vivant et un fond ancien? N'y a-t-il pas là une contradiction, voire un piège, enfermant la vie dans la permanence d'une mémoire stratifiée par les siècles antérieurs? Au contraire, me faire entrer dans les archives, dans la mémoire d'un territoire, c'est donner du sang neuf aux silencieux dépôts des siècles. C'est créer un temps et un espace en continuité depuis les incunables médiévaux à mes quelques 20 000 pages manuscrites offertes à cette médiathèque et tous mes ouvrages et livres de bibliophilie, somme de toute une vie de recherche et de passion. Et quelle belle compagnie désormais que la mienne! Si j'ai envie de m'instruire,
J'ai toute l'encyclopédie d'Diderot pour alimenter mon besoin de culture. Si j'ai le souci de sauver mon âme, je n'ai que l'embarras du choix parmi les ouvrages religieux des divers couvents et monastères de la région. Si j'ai envie de faire campagne et de jouer aux petits soldats, les cartes de Marmont me seront fort utiles. Victorine de Chastenay m'accompagnera pour herboriser dans les prairies des Sarrois. Et Francis Carco me fera connaître les bas-fonds de Paris, où je m'encanaillerai incognito, à l'insu de mon épouse, évidemment. La belle vie, en somme. Me voici le petit dernier entrant au panthéon d'une mémoire intemporelle. Ce n'est pourtant pas de gloire qu'il s'agit, laquelle n'est qu'une référence bien fragile, superficielle et volage. Il est simplement question d'une vie, d'un travail incessant, d'un accomplissement de soi, d'un destin. Car il s'est agi pour moi de donner mes fruits, de justifier une existence, de pouvoir mourir en paix, mission remplie, et de mériter la confiance que j'ai reçue de Châtillon, ma ville. Alors maintenant, après tous ces beaux discours qu'on a entendus, je vous propose de découvrir l'artiste qui a... Madame, présentez-nous un peu votre œuvre. Donc c'est votre vue de Victorine de Chastenay, et Madame en fait don à la médiathèque, donc cette œuvre-là restera ici. Voilà. Cette occasion et cette chance, je vais un petit peu expliquer pourquoi j'ai eu cette envie d'offrir ce tableau. J'ai eu une chance unique lorsque mon voyage à travers la littérature française a commencé dans les murs circulaires de la bibliothèque municipale. Là, une véritable magie m'a enveloppé, nourrissant mon âme. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur avec ce tableau de transmettre un soupçon de la magie et de l'esprit qui résidait en cet antique bâtiment. Donc, je pense que nous le sentons. Il s'est à peine écoulé 2 mois et demi, temps étrangement bref, depuis le moment où l'idée de réaliser Victorine de Chastenay par un portrait est née, et la date du baptême de ce lieu qui va porter son nom. Mais ce fut une aventure passionnante pour moi, pour donner la vie à la toile qui devrait représenter Victorine. Nul projet préétabli, nulle recherche préalable, mais une irrésistible pulsion qui s'empara de moi. En compagnie avec Jean-Louis Camus, nous avons discuté de ce tableau et de l'idée d'un fond en 4 couleurs. Et pourquoi les 4 Donc Jean-Louis a déjà raconté qu'il a vécu 4 règnes. J'aurais pu représenter son château de Savoie, l'ancienne bibliothèque, le sanctuaire gallo-romain dont il a financé les fruits. Mais je n'ai représenté que le château où il a vécu, de Savoie. Je souhaitais offrir quelques citations de ces écrits remarquables qui m'ont ému. En majuscule, tels des aphorismes, que vous voyez en vertical et en horizontal. En majuscule, tels des aphorismes, les extraits de son calendrier de fleurs. Et en minuscule, quelques lignes de ses mémoires, certaines abîmées et tracées comme les empreintes du temps qui s'effrite. Et le portrait lui-même fut tiré d'une esquisse au crayon de Victorine dessinée par son frère, alors qu'il était prisonnier à Châtillon. C'était un moment douloureux de son existence, mais son regard furtif m'ouvrit les portes de son âme. Donc j'ai essayé de garder ce regard. Mille et une fois, je l'ai redessiné, j'ai cherché ses traits, ses yeux, son nez, sa bouche. Et j'ai vécu cette expérience où les artistes ne dorment plus, ne mangent plus, le regard voguant dans une autre dimension. Ce processus créatif fut rendu possible par ma famille, ma prof de peinture d'icônes,
de tous ceux qui m'ont soutenu. Bon, merci beaucoup. Finalement, le tableau est né et j'ose espérer qu'il mettra bien en valeur Victorine de Chastonnay. Cette toile va orner la nouvelle du mur qui lui est destinée. Chaque toile est mon enfant et je la peins avec mon cœur. Donc, je vous remets le certificat d'authenticité. Comme ça, Elle est quoi, ukrainienne quoi? Oui, ukrainienne. Oui, ukrainienne. Oh, bah, ça doit faire déjà quelques années qu'elle est en France. Ah oui, Mais elle est vraiment sympa, cette fille. oui. Elle a exposé quand elle était avec nous, les tableaux. Bah oui, mais ce qu'elle avait fait.